Ouais. Ouais. C'est parti. Alors ça, c'est totalement dans l'intro, du coup. Aujourd'hui, là ce soir, moi je m'appelle Niléa. Il y a Jenna. Salut Jenna. Bonsoir. Il y a Kat. Bonsoir. Et il y a Tiffen. Bonsoir. Malé est avec moi et on respecte pas les gestes barrières. Salut Malé. Bonsoir. Tiffen. Oui. Je vais d'ailleurs te demander quelle taille tu veux. Oui, direct. On dénonce directement. 2m05, fait 205 cm. Voilà. Effectivement, les podcasts et la radio, c'est les rares moments où les gens ne le savent pas, donc il faut mieux directement l'annoncer pour me simplifier la vie. Et alors, dans le conducteur, t'as marqué 2,50 m. Est-ce que t'es dyscalculique ou c'est... Alors, c'est pas moi qui l'ai marqué à la base. C'est moi que j'ai... Enfin, je sais plus voir, c'était longtemps. Je sais plus s'il me foutait de votre gueule, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a marqué, qui me poursuit de ma gueule. Je ne sais plus. Moi, j'y croyais vraiment, je suis un peu déçue. Finalement, c'est une taille très humaine. Très... Oh, oui, non, mais je reste relativement humaine, hein, même si quand même je reste assez au-dessus des moyennes que je croise en général. Hein, même si. Et en termes de taille, Jenna. Je perds des centimètres au fur et à mesure. Sur mon passeport, qui a été fait il y a 2 ans, je mesure 1m72. Quand j'ai commencé, après un an de traitement hormonal, on m'a dit 1m71, et là, je suis allé me faire mesurer, je suis à 1m70. Du coup, on vient totalement de décider de s'introduire tous par nos tailles. Moi, je fais 1m62, donc j'ai perdu des centimètres aussi. On peut faire une mensuration différente à chaque épisode. J'avoue, pour suivre les THS, c'est super intéressant. En vrai, moi, je serais presque un peu deg de perdre la taille, parce que sinon, je serais toujours trop grande, donc quitte à faire, je pourrais garder mon score vachement élevé, faut que je me remesure un jour. Ouais, je comprends. Du coup, Kat, ta taille. Là, t'es obligé de le dire. Oh, je crois que c'est aux alentours d'1m80. Mais ça fait trop longtemps que j'ai... En fait, pour un chaton, ça doit faire 20 cm au garrot. Miaou. Les gens sont grands, en fait. Malé, toi, t'as pas dit ta taille, ici ? Non, moi c'est 1m68. Je suis désolé pour toi. La plus petite, malgré tout. Oui. Mais je suis désolé pour toi, parce que, du coup... Non, ah ben oui, merde, c'est moi qui sais la plus petite. Oui. Ok, c'est triste. Est-ce qu'on dirait nos pronoms aussi Oui, c'est ce que je pensais, c'est que les tailles c'était bien, mais nos pronoms seraient peut-être utiles, parce que nous, on se connaît un tout petit peu. Alors moi, ça sera elle. Tiffen, ce sera... Elle aussi, j'utilise du féminin. Kat, ce sera... C'est elle en français. Elle en français. Malé, ce sera... Ce sera il. Ce sera il en français. Et alors en allemand? Non, pas du tout. On va parler de plein de choses de prévues. De notre prof d'allemand? À l'époque, on était au lycée ensemble? Non. Bah sinon, moi, c'est elle et féminin aussi. Ah, Jenna, merde. Et du coup, vous étiez au lycée ensemble, vraiment? Ah ben totalement, oui. On se connaît depuis la seconde, ça fait 9 ans. Waouh. On est amis. C'est vrai qu'on vous a pas dit ça. Et on peut calculer et tout. Qu'est-ce que tu calcules? Je sais pas, vos âges. Mais on gardera ça pour un épisode suivant. Moi, je suis presque un peu deg, c'est-à-dire que j'aime bien le concept d'amis d'enfance trans, mais a priori, j'en ai pas. Je suis un peu triste. Ah, c'est vrai que c'est particulier. Finalement, ça existe pas souvent. En fait, j'ai pas de contact avec des gens de mon enfance. Ça se trouve, il y en a. Statistiquement, il y en a probablement. Ouais, mais juste, les gens, ça le savent pas dans leur cercle. Ouais. Ouais. À vrai dire, moi, j'ai aucun autre ami ou aucune autre amie d'enfance qui soit plus ancienne que Nini. Parce que ouais, t'es ma plus vieille amie d'enfance, en fait. Tout collège, primaire, ou la poubelle. C'est assez émouvant. On va parler de cinéma, de LSF, de petits dramas associatifs. Est-ce qu'ils sont inévitables? C'est ce qu'a écrit Jenna, hein, donc on va voir. Je devais aller bien quand j'ai écrit ça, c'est sûr. Puis le phénomène de 2020, c'est évidemment Existence Inter. 2020. Alors, il y a plein de réponses possibles à cette phrase. Oui. Mais du coup, c'est Animal Crossing, évidemment. Ça, c'est Kat qui veut en parler. Malé va nous parler de la caisse de solidarité trans et inter.
Ça, c'est incroyable. Bah oui, parce qu'on a décidé de présenter à chaque fin d'émission une initiative qu'on estime positive pour les personnes trans. Oui, positif. Et aussi personne trans, il y a un thème au podcast. Si vous le devinez, Ah oui, en fait, on est trans. Vous l'envoyez par SMS et les 3 premiers qui trouveront le thème gagneront un superbe porte-clés. Ah ouais? Non mais moi ça m'intéresse hein. Attends, si on fait des goodies. On a un budget quand porte-clés là, j'ai pas. Chut. En fait, si je peux envoyer des porte-clés qui encombrent mes cartons, ça aidera probablement à le tri. Oui, parce que Jenna, le bonus également, vient de déménager et fait actuellement le podcast dans sa cuisine par terre avec juste un micro et des cartons. Non, je suis au moins dans ma chambre, ce qui a permis d'épargner les personnes avec qui je vis. Mais du coup, Jenna, toi, c'est incroyable ces 3 derniers jours. Le matin, je te vois vider ton appart. L'après-midi, j'entends parler de toi sur d'autres Discord par rapport à l'existence. Le soir, je te vois réciter un communiqué. Le lendemain, tu es avec nous. C'est incroyable. Eh ben, alors, il se trouve que je suis bénévole dans le collectif Existence Inter. Et ça fait des mois qu'on prépare cette manifestation annuelle et on a pris la décision hier, je crois, c'était hier, d'annuler la manifestation dans la rue. Et comme on était, on est toutes et tous un peu dispersés, effectivement, on était 2 personnes à un endroit avec une caméra et on s'est dit ok, on va enregistrer le communiqué et puis parce que on n'a pas le temps de mobiliser plus de. Enfin, c'était important de le faire vite, quoi. Donc c'est ma tête qui est dessus. Voilà. Et ben c'est trop bien. Au passage, peut-être précisons qu'on enregistre le 8 octobre et donc oui. Inter était prévu dans 9 jours, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et oui. Contexte pour le contexte où ça sera publié et écouté. Mais là, oui, c'est quelques jours intenses parce que mon déménagement a duré 2 jours. Donc là, les déménageurs sont partis il y a quelques heures seulement. Et demain matin à 8h, je suis à l'hôpital pour une opération. Ah oui. Waouh. Je suis un peu fatiguée. En fait, je suis littéralement sur les genoux. Bravo aux genoux, du coup. Bah écoute, courage à toi. Hein, c'est tout plein de soutien. Puis tu donneras des nouvelles au prochain podcast. C'est très gentil. Normalement, j'aurais la même voix dans le meilleur des cas. C'est une opération de la gorge qui est à la fois de la pomme d'Adam et des cordes vocales. Et petit PSA, Public Service Announcement, que j'ai vu passer sur Twitter il y a quelques jours. Quand vous vous faites opérer de la pomme d'Adam ou des cordes vocales, allez voir un chirurgien ORL, pas un chirurgien plastique. Parce que un chirurgien plastique, l'expérience de à quoi ça ressemble de l'extérieur, l'ORL a le savoir de comment ça fonctionne à l'intérieur. Et c'est pas inutile. Et donc oui, je croise les doigts, j'espère bien que tout va bien se passer. Et c'est une chirurgienne ORL qui a l'air de savoir ce qu'elle fait. Et qui était très gentille. Vous, c'est peut-être tout ça l'intérêt d'un podcast trans, c'est que on parle de trucs random et puis d'un coup, bam, opération, ORL, existence, ça survient dans la conversation. En même temps, de manière générale, les discussions entre personnes trans vont étrangement tourner autour certains thèmes assez rapidement, assez régulièrement. Enfin, dans mon expérience, voilà quoi. Mais d'ailleurs, ton expérience, il paraît que tu fais de la radio. Oui, tout à fait. Je fais de la radio. Donc je suis sur Cause Commune, donc il y a une radio parisienne. On a une bande FM, on est sur 93.1 FM. Je fais de la pub au passage. Wow. Donc sur Paris, sinon sur causecommune.fm. Alors c'est terrible si vous me laissez faire, je vais faire tout mon speech parce que je le dis tous les soirs, enfin tous les lundis soirs à la radio. Parce que lundi soir de 22h à 23h, je fais Overgame. Là, je suis à la 3e saison. Donc voilà, ce qui est d'ailleurs amusant, ce qui est à faire, hein, puisque c'est un peu le thème de l'émission, c'est donc je l'ai commencé très peu de temps l'émission avant de casser ma coquille. Donc j'ai commencé l'émission, voilà, je pensais encore être un mec 6, grossière erreur. Et donc effectivement, ce qui est amusant, c'est qu'on a pu voir mon évolution, puisque la 2e saison, j'ai fait mon coming out. Et donc ça fait 1 an et quelques que je fais de la radio, voilà, à mon vrai prénom, etc. Et là, pour la 3e saison, l'animation que je vais proposer, je pense, c'est que j'ai commencé le travail sur la voix. Et donc, j'espère au fur et à mesure qu'on verra ma voix changer au fur et à mesure de l'année, ça va être très amusant. Ah, et ça parle de jeux vidéo aussi, parce que j'ai oublié de le préciser. Voilà, c'est l'analyse de jeux vidéo tous les lundis soirs de 22h à 23h actuellement.
Je t'ai rencontré, j'ai connu en ligne en tout cas. J'ai pas capté que à chaque fois que je t'entends, tu vois, je capte pas que t'es à la radio et tout. Mais et du coup, je voulais t'écouter, mais je l'ai pas encore fait. C'est lamentable, c'est une grossière erreur. Je sais. Voilà, non mais je suis très déçu. Non, en vrai, si ça amuse beaucoup de faire ça. Tout le monde n'est pas obligé de m'écouter. C'est vrai que j'ai beaucoup de mes camarades qui me disent ah mince, faut qu'on t'écoute. Je suis en mode non mais en vrai, je m'en fous. Hein, c'est diffusé en public, y a pas de souci. Moi, je me sens obligé, ça y est. Non. J'ai écouté l'avant-dernier. Ouais. Qui datait d'il y a quelques mois en fait sur le fil du podcast. C'est assez. Oui, en fait, le problème c'est que les podcasts, par exemple, beaucoup sont en retard. C'est-à-dire que autant le lundi soir, c'est toujours la dernière émission qui passe, autant les podcasts on a beaucoup de retard. Même si là, on a enfin un nouveau avec une camarade que j'avais croisée en pique-nique que j'ai invitée. C'est trop bien. Elle était passionnante. Et j'ai écouté le début du dernier qui est sorti il y a quelques jours. C'est à propos de Smash Bros Melee. Tout à fait. Et c'est comment dire. Tu es fun et l'invité est fun, mais c'est un sujet que je connais pas du tout et qui m'intéresse pas particulièrement. Donc, au bout d'un moment, je me suis arrêté. C'est un peu le souci en vrai, c'est que voilà, on fait ça bénévolement. On a un truc de spécialiste. De 3 à 4 personnes, l'équipe n'en est plus que 3. Et on essaye de rester relativement accessible, mais c'est très relatif parce que le jeu vidéo c'est assez particulier, il y a beaucoup de termes techniques, il y a beaucoup de références, etc. Et c'est un petit peu dur de toujours tout réexpliquer parce qu'on n'a pas forcément le point de vue de la personne qui n'y connaît rien. Et du coup, puis encore une fois, on prépare les émissions en quelques heures chaque semaine, donc on n'a pas non plus le temps de vraiment réfléchir à un travail pédagogique autour. Donc, même si on aimerait être accessible, assez clairement, ça peut vite être dur à suivre si on n'a vraiment aucune idée de quoi on parle. Après, c'est si tu connais rien ou si t'aimes pas les jeux vidéo, tu vas pas aller écouter le fil. Et après, il y aura bien un épisode qui va t'intéresser. Bien sûr. C'est assez varié. De toute façon, là, je crois qu'on en est au 75e, 76e, je sais plus. Donc, effectivement, il y a de quoi faire. Ça va. Du coup, je vais te poser la question un peu typique, presque journaliste. Bien sûr. De base. C'est quoi ton jeu du moment? Oula, c'est triste. En ce moment, je joue surtout à Legend of Runeterra parce qu'en fait, je joue assez peu en ce moment. C'est-à-dire, j'ai un peu des périodes où j'ai envie de découvrir plein de jeux et tester plein de trucs, etc. Ça, c'est quand j'ai de l'énergie. Et ça fait un bout de temps que c'est pas arrivé. Et donc là, je tombe vraiment sur le jeu of Runeterra, c'est le jeu de cartes de Riot Games, ceux qui font League of Legends dans le même univers. Et honnêtement, c'est un jeu qui est cool, mais c'est surtout que c'est le jeu pour l'instant que je joue le soir en me disant flemme de réfléchir, je vais un jeu que je connais. Et du coup, j'ai pas trop de jeu génial à conseiller en disant oui, celui-là est trop bien, c'est un petit jeu indé super intéressant. Je reste sur le truc très classique parce que j'ai pas beaucoup d'énergie pour me passionner sur autre chose. Il y a d'autres gens à part Kat qui ont joué à Animal Crossing? Alors moi, j'ai pas joué, mais j'ai fait une émission complète dessus. C'est pas obligé, bon. Moi, je dois avouer que j'apprécie pas du tout Animal Crossing. Ok. C'est dit. Faut en dire plus maintenant. Faut en dire plus, mais... Dis-nous tout. En fait, c'est... Non, mais le concept ne m'intéresse pas. Moi, j'aime les gros RPG avec des dragons et... Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que... Ce que je trouve scandaleux, c'est qu'il y ait des gens, pour y jouer vraiment, ils doivent changer tout le temps l'heure de leur console. Ah oui. Mais pour moi, c'est ça avec bug. Pokémon. Mais c'est bizarre ce truc-là. C'est pas un moyen de tricher ce truc-là? Techniquement, c'est le time travel. Oui, c'est un moyen de triche. Moi, je me suis pas encore amusé. Je me suis pas encore amusé, même si vu que j'ai commencé très très tard à jouer. Enfin voilà, j'ai le jeu que depuis début septembre. Je regrette de ne pas avoir mis l'heure de ma console en mars pour avoir plus de temps parce que oui, le point chiant de ce jeu, c'est que y a des événements journaliers et en même temps c'est voulu, c'est fait pour être un gameplay sur le long terme. Mais du coup, faut attendre quoi. Enfin, faut attendre et faire des trucs journaliers. C'est précisément pour ça que j'aime pas. Après, ok, c'est peut-être un peu, c'est pas forcément la meilleure comparaison du monde, mais c'est un petit peu comme Minecraft, par exemple. Ça a ce côté, je vais faire des trucs simples. Moi, j'ai joué pendant des centaines d'heures à Graveyard Keeper, et ça m'a apporté ça effectivement. Il y a une sérénité dans
littéralement le farming, dans le sens où c'est un jeu où tu fais pousser des carottes pour nourrir un âne, pas seulement, hein, mais c'est un peu les bases. Et je voudrais pas spoiler. Et oui, c'est vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait. Ouais, c'est la détente. Tu coupes un cimetière, c'est guilleret, tout ça. Enfin voilà, c'est sympa quoi. C'est Halloween toute l'année. Ben, je saurais pas comment dire, mais en fait, oui, c'est ça demande pas, enfin, il y a un certain nombre d'actions très simples qui demandent pas forcément de réfléchir, qui demandent pas forcément beaucoup d'énergie, qui sont certes un peu répétitives mais qui permettent de se détendre en fait. Et je dis pas ça à la légère parce qu'il y a des jours où je me suis retrouvé complètement mal et où ça m'a fait du bien en fait. La critique positive générale, c'est le jeu Feel Good de 2020. Et en même temps, en 2020... Ouais, pourquoi c'est une critique que ce soit Feel Good, en fait? Ah non, mais critique au sens neutre. Ah, pardon. Aussi, après en début d'année, enfin, au printemps, je comprends aussi parce que le jeu est sorti à une époque où personne pouvait sortir. C'était à une époque où personne ne pouvait sortir. C'est pas que ce soit raisonnable ou pas, parce que c'était dans les consignes officielles. Et ça permettait aux gens de faire des choses, d'être dehors virtuellement, d'aller voir les gens, d'aller voir d'autres gens virtuellement, de faire des choses ensemble. Enfin, c'est une époque où moi j'étais beaucoup sur Minecraft et un peu pour les mêmes raisons en fait. D'ailleurs, puisque typical confinement, j'ai regardé beaucoup de teen movies sur Netflix. Et là, il y a Malé qui vient de tourner de l'œil. Mais bon, j'ai passé mon temps à faire ça. Et il y en a un qui m'a pas... Parce que bon, les teen movies sur Netflix, on les regarde parce qu'on les déteste. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et il y en a un que j'ai vu, que j'ai tellement détesté, que j'ai écrit un billet d'humeur dessus. Donc le film Netflix nul de l'année, c'est All Together Now, selon moi. N'allez pas le voir, voyez-le quand même pour les rager un peu. Un teen movie nul où qu'est-ce qui s'est passé déjà dans ce teen movie? Il y avait une fille, une lycéenne qui vit dans un bus, mais qui refuse constamment de l'aide de tous les gens blancs et riches du film. Et la morale de l'histoire, c'est que, tu vois, t'aurais dû accepter notre aide, sale pauvre. Donc voilà, c'est le meilleur film Netflix que je vous demande d'aller voir, mais pas du tout, n'allez pas le voir. Excellent. Et donc c'est juste voilà pour dire que parfois, oui, je publie des billets, voilà, je publie des billets. Moi, ce que je trouve très beau, c'est que rager sur des films, je le fais beaucoup. Mais en général, je me contente de faire ça auprès de mes amis proches, tu vois, de dire, ah, celui-là était horrible, de râler un tout petit peu. J'en suis pas au point de publier sur Internet des billets. Je sais pas si je te juge ou si je t'admire, en fait. Et voilà, mais on pourra rager ensemble, si tu veux, ça me fera très plaisir. Je pense que ça témoigne de l'ampleur de à quel point ce film m'a énervé au moment où je l'ai vu. Parce que normalement, tu vois, je les regarde, mais en silence, et... Mais c'est ça, il faut cumuler une certaine quantité de rage pour aller mobiliser toute cette énergie, en fait. Parce que sinon, tu peux juste genre balancer du popcorn à ta télé, tu vois. Là, le fait d'aller, tu sais, former des phrases, sortir un clavier, etc. C'est moi en général, je fais ça avec des administrations qui m'ont fait du mal, tu vois. Sur un livre. Ah, j'ai fait ça en fait sur des stand-up. Il y a une époque où on pouvait faire des je regarde beaucoup de stand-up comédie et il y a une époque sur Netflix où on pouvait faire des commentaires. Et je crois qu'ils ont arrêté parce que il y a que les gens qui ragent qui font des commentaires. Et moi, ça permettait de prévenir les gens et notamment les personnes trans que non, ce stand-up, y allez pas, ça va vous faire du mal, quoi. Et donc là, oui, quand je rageais, j'ai oublié cette époque où on pouvait mettre des commentaires. Moi, sinon, dans ce genre d'expérience, à l'époque où je participais à la publication d'une revue critique de cinéma associative étudiante, on avait une page où en fait, notre objectif, c'était soit de défoncer un film, soit de l'encenser en une voire deux phrases, et c'était un exercice particulièrement jouissif parce que c'était vraiment le moment où on pouvait être de mauvaise foi, quoi.
Voilà. Et donc, par exemple, sur Animal Crossing, c'était de mauvaise foi ou c'était vraiment sincère Non, mais en fait, j'aime bien le farming, mais quand il y a des enjeux, quoi. Par exemple, il y a un jeu de gestion de ressources et de farming qui m'a énormément plu, c'est Out There, que peut-être certaines d'entre vous connaissent. Mais à chaque fois qu'on allait farmer un truc, il y avait possiblement un événement qui pouvait totalement annuler, détruire toute la partie, parce que c'était une partie avec une seule vie. Et du coup, il y avait un peu d'attention, quoi. D'accord, toi, Et en fait, t'aimes bien le stress. C'est ça. Non, alors, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé de base. Du coup, il faut quand même pas trop me détendre, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est ça qui est dangereux. C'est d'avoir un creux de stress. Parce qu'après, t'es plus habitué, tu vois. Et du coup, quand le stress revient, t'es pas préparé. Oui. C'est ça. Surtout quand t'es trans. Faut pas trop de creux de stress. Je sais pas si ça vous dit, mais on fait une petite pause. Ok. Du coup, c'était Emil van Krieken. Le gars, il fait la bande-son d'un mode Minecraft qui s'appelle Laser. Je vous mettrai le lien, évidemment, dans les notes de l'émission. J'ai beau avoir publié un billet d'humeur de rage. On a beau parler de nos tailles. On a beau rager sur Animal Crossing également. D'ailleurs, c'était pas le but de rager sur des choses. Faut pas qu'on fasse ça trop, quand même. On avait dit positif. On avait dit positif. C'est pas positif de rager sur des trucs. Mince. Bah, en vrai, toute ma vie s'écroule. Moi, ça me fait positiver d'entendre des gens rager sur des trucs, mais c'est peut-être un truc perso. Je me suis donné comme consigne il y a quelques mois ou quelques années maintenant, je sais plus, d'éviter de trop rager en public, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'on se prend déjà tellement de trucs dans la gueule qu'on n'a pas forcément besoin de se prendre trop de nègres en plus. Mais justement, côté positif, Tiffen, tu nous as pas encore parlé de tes cours de LSF. Ah mais attends, qui dit que c'est positif, c'est que je souffre atrocement. Non, donc effectivement, donc j'ai commencé la LSF il y a quelques semaines, je sais plus quand c'était, je crois que c'était mi-septembre. Donc moi j'ai
disons la chance d'être à Paris et parmi les avantages que ça donne, effectivement, il y a aussi pas mal de défauts. C'est que la mairie de Paris subventionne pas mal de choses et en particulier donc là mes cours de l'ESF étaient pas chers du tout. Entre autres grâce au fait que je sois pauvre et du coup c'est très pratique. Mais du coup toutes les semaines j'ai 1 heure de langue des signes française. Et c'est assez intéressant. Bon, pour l'instant, je débute complètement. Je connais 25 signes et demi, et je galère à ne pas les confondre parce que autant on m'a appris effectivement à faire gaffe aux syllabes, aux lettres et compagnie, autant se souvenir de quel doigt particulièrement faut déplier ou pas pour faire tel signe. Et est-ce qu'on tapote ou est-ce qu'on tourne le doigt plutôt je suis pas encore habitué à me souvenir de ça, mais c'est super intéressant, je trouve. Moi, c'est vrai que disons que j'avais 2 objectifs, je sais pas combien ça, il y a un de curiosité, d'apprendre des choses, c'est toujours cool. Il y a aussi une idée de dire, après tout, si un jour je croise quelqu'un qui a besoin que je parle la LSF, ou du coup je signe la LSF, je sais pas comment on dit, autant que j'ai au minimum les bases. Donc ça fait un bout de temps effectivement que j'avais envie de me lancer là-dedans par principe. Et là j'ai une amie qui elle-même commençait et qui m'a motivé du coup à venir avec elle. Et c'est assez intéressant, c'est que là on a 2 profs qui alternent, qui sont effectivement malentendants, et donc il y en a un, je crois il vocalise quasiment pas, l'autre vocalise un peu plus, mais du coup il y a aussi le défi de faire un cours avec le fait qu'on n'ait pas trop de langue commune. Alors on a un tableau, c'est pratique, mais voilà. Et mais du coup c'est vrai que c'est comme faire avec des cours d'autres langues étrangères, mais voilà, il y a un peu un côté immersion, disons quoi, faut vraiment être concentré pendant 1 heure, à essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Et voilà, c'est intéressant. C'est vrai que c'est très différent pour l'instant d'apprendre une langue réellement nouvelle, puisque je sais pas combien ça, à la fois le vocabulaire, la langue on la connaît, et à la fois effectivement faut apprendre à soudainement. En gros, un des problèmes, c'est qu'un des réflexes à perdre, c'est de parler. On va être honnête, c'est idiot à dire, mais par réflexe, quand on me demande si c'est bon, j'ai compris, j'ai tendance à hocher la tête ou à dire oui, etc. Et non, il y a des signes pour ça. Il faut que je m'habitue à instinctivement les utiliser, etc. Et j'en suis loin. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir commencé ça, et j'espère qu'on va progresser rapidement, parce que là en fait j'en suis à l'étape frustrante. J'ai envie de montrer des trucs à des gens, sauf que je sais dire 3 mots et demi, donc ça va pas très loin. Mais j'ai très envie de montrer ça à mes amis et mes parents, dire oh, regarde, j'ai signé ça et tout. Voilà. Mais du coup, j'ai pas trop, je sais pas si tu l'as dit, mais c'est quoi qui a provoqué ton envie d'apprendre ça? Donc effectivement, à la base, il y avait une question de principe, de dire après tout, il y a des personnes malentendantes qui en ont peut-être besoin que je puisse utiliser la langue des signes au cas où, etc. Et par principe aussi, voilà, de partager l'effort, disons, de pas toujours sur les mêmes personnes qui doivent faire l'effort, etc. Donc il y a une question de principe. Ça fait un bout de temps que la question de principe traîne, parce que malheureusement les questions de principe ne donnent pas forcément beaucoup de motivation. Et là effectivement, au début de cette année, j'avais une amie qui commençait par ailleurs. Je sais plus si c'est moi qui lui en ai parlé de mon envie de faire ça, ou elle qu'on a parlé, ou les deux. Mais du coup, elle m'a motivé à venir avec elle, et du coup on va au cours ensemble, ce qui est quand même beaucoup plus agréable pour y aller. Entre autres, mine de rien, je sais pas si on vous l'a dit, mais je suis trans, et du coup faire n'importe, c'est ça. Attends, on va faire une pause. Et du coup faire. C'est quoi cette histoire? Faire n'importe quelle activité peut être un peu stressant. Je m'attendais pas à ce qu'on ait un coming out en direct. Ouais, je sais. Et elle enchaîne. C'est très émouvant. Mais du coup, merci de ce privilège. Si vous voulez une blague, par contre, hier c'était un petit anniversaire pour moi, parce que hier ça faisait 2 ans que j'utilisais le féminin pour la première fois. Voilà. Wow. Bravo. Mais bref, du coup effectivement il y a toute activité, je trouve c'est toujours un peu stressant, parce que j'ai pas encore eu de gros soucis dans le fait de faire des trucs en tant que personne trans, et j'ai pas eu de retour négatif encore. On verra bien si ça arrive ou pas un jour, mais disons que c'est toujours un peu angoissant de se dire on va voir comment les gens réagissent, et donc avoir une personne à côté de moi que je connais et qui peut me soutenir un minimum, c'est vrai que ça me déstresse aussi beaucoup, ce qui a aussi aidé à ce que je puisse y aller un peu plus sereinement. C'est trop bien. Et en termes de... Genre, moi, je suis curieuse, en termes de temps que tu alloues, genre par jour ou par semaine. Le cours, c'est 1 heure par semaine. Et j'en sais rien, je dois réviser un petit peu vite fait, mais en général, je dirais qu'une demi-heure avant, on se dit « Ah mince, c'était quoi la signe de la semaine dernière ?» En vrai, en fait, un truc très bête, mais qui... Enfin, j'aimerais bien avoir plus de temps, mais je suis assez occupé en réalité. Un truc très bête aussi, c'est que c'est très relou de prendre des notes. C'est-à-dire que, tu vois, dans une langue... voilà, j'apprends l'allemand, je l'écris de l'allemand, et je sais comment ça se prononce, à peu près. La LSF, je ne sais pas faire le dessin des signes. Alors, il y a des ressources en ligne, heureusement, c'est quand même beaucoup plus maintenant que, je sais pas, il y a 30 ans. On peut retrouver les signes et compagnie en ligne assez facilement. Alors, il y a le problème de, est-ce que c'est les mêmes signes, parce qu'il y a des variations régionales, etc. Mais
basiquement, on a quand même moyen de s'en sortir, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins pratique. Disons qu'en général, j'ai ma liste de mots et je m'en souviens à peu près, et du coup, quand je suis avec ma pote, on se souvient à peu près de chacune la moitié des mots, et donc on s'en sort pour réviser ensemble. Mais c'est vrai que c'est pas super simple de réviser ça seul finalement, parce qu'effectivement, noter ce que tu apprends est beaucoup plus compliqué. Et du coup, je me demandais, au niveau du genre et des pronoms, est-ce qu'il y a ça J'espérais la question, on va être honnête. Alors, pour l'instant, alors bon, j'ai pas encore fait, pour l'instant, au début, j'ai fait genre 4 cours, je sais plus, peut-être plus, mais bref, on a plus appris des mots un petit peu au pif, on n'a pas encore vu les concepts vraiment derrière, etc. Il y a des mots qui sont genrés. Je sais pas, j'ai appris à dire papa, maman, j'ai appris à dire parents qui, basiquement, sont le signe de papa et maman. Ce qui, voilà, peut être plus ou moins moyen, disons. Bah, techniquement, tu veux pas faire 2 signes papa, par exemple 2 signes maman. Est-ce que tu nous ferais une démonstration? Ah, mais bien sûr, alors, regardez bien, alors, je vous montre, attention, ça c'est maman, et ça c'est papa. Voilà, vous confondez pas, hein. Ah, il y a une grosse différence quand même. Ah ouais, bah oui, ça a rien à voir. Des fois, il y a des symboles sexistes en fait. Oui, représentations cis-centrées par exemple. J'ai appris à dire fillette, effectivement fillette, je sais plus le détail, mais pratiquement le signe surtout tu montes les couettes. Avec tes bras, tu mimes des couettes parce que les petites fillettes ont des couettes, trucs comme ça ou voilà, il y a d'autres problèmes. Enfin, je sais plus trop ce qu'on a appris, mais il y a un ou deux moments, effectivement, on se disait ouais, tel si, on n'est pas sûr d'avoir envie de l'utiliser. Disons qu'il y a des fois, tu te dis, j'aimerais bien avoir une personne concernée pour nous dire si vraiment ce signe-là est ok. En fait, je pense que c'est le cas de beaucoup de langues, c'est-à-dire que le français aussi, parler, va avoir un historique sur les mots, que si on le connaît, on va se dire, ah ouais, c'est pas terrible, mais je pense que c'est un peu moins visible, alors que le côté signé, c'est souvent, ouais, peut-être un petit mime ou quelque chose qui va être plus visuel. Est-ce qu'il y a le biais que t'en as trop conscience parce que t'es en train de l'apprendre? Oui, c'est je pense qu'il y a Mais par contre, alors c'est vrai, il y a ce côté-là. Mais par exemple, j'y pense sur un exemple assez évident qu'on a eu au dernier cours. Donc le signe pour dire parrain ou marraine, je trouve que pour le coup c'est pas genré. C'est par exemple tu fais une croix sur ton front parce qu'à la base c'était lié au côté religieux, etc. Enfin chrétien. Et visiblement le signe a été changé, ou du moins maintenant il y a 2 signes possibles à utiliser, parce que justement il y a des gens qui ont dit bah ouais mais nous on n'est pas catholiques, on n'a pas envie de faire ce signe-là, et du coup effectivement il y a d'autres signes qui ont été proposés. Et visiblement les signes quand même évoluent un petit peu au fur et à mesure, parce que si ça a un héritage un peu trop chargé, ça peut être gênant de les utiliser. Bah trop bien, en tout cas. Non mais oui, trop bien, parce que je crois que j'ai jamais parlé avec quelqu'un qui prenait des cours de LSF, en fait. Bah moi je vais même dire c'est même plus triste, c'est que moi je crois que j'ai avoir interagi avec des gens malentendants qui utilisent la LSF, etc. basiquement en 2 occasions. C'est au collège, une fois j'ai une initiation à la langue des signes, et donc depuis un mois je vois les profs de langue des signes, et c'est aussi un peu pour ça que je voulais en faire. Je trouvais ça un peu triste de sentir qu'il y avait clairement cette discrimination de mon entourage, je connais personne, etc. Et je me dis que c'est un peu un pas pour essayer de faire que peut-être, au moins si j'ai l'occasion, je pourrais interagir un peu plus correctement, sans les exclure d'office, quoi. Effectivement. Et j'y pense, je crois que j'ai pas répondu tout à fait. Pour l'instant, on ne sait plus voir du genre. Il y a des termes qui sont genrés. Il y a quand même beaucoup de termes qui sont pas genrés. Par exemple, c'est un truc très con, hein, c'est le même signe pour dire mari et femme, des trucs comme ça. Et en plus, il y a des termes qu'on peut genrer, mais je pense que si tu les genres pas, ça sera compréhensible. C'est-à-dire qu'il y a des termes, grosso modo, c'est le terme général, et après tu précises. Typiquement, on a fait la famille mardi dernier, donc on a fait tout ce qui est frères, sœurs, oncles, etc. Il y a des signes qui sont genrés. Il y en a en fait où tu précises, tu fais un signe, puis tu dis basiquement, je sais pas, enfant puis garçon. Et du coup, là, je pense que tu peux aussi ne pas le dire, et du coup, tout le monde s'en fout. Du moins, j'espère. J'ai pas osé me lancer dans un discours. Féministe, trans, blablabla, avec le prof en langue des signes, en mode bonjour, je connais 3 signes et demi. Dis-moi si c'est une question bête, mais est-ce que tu peux nous décrire peut-être à quoi ressemble le signe pour dire trans, parce que... Alors non, parce que je l'ai pas encore regardé, c'est vrai que j'ai pas osé le demander au dernier cours, mais au pire sur internet, je crois que je sais plus comment s'appelle la base de données qui est assez classique. Je sais bêtement dire. Je crois que c'est. On mettra le lien. Ouais, Est-ce que le souvenir que j'en ai, c'était l'association des symboles pour cœur et pour changement? C'est possible, ouais. Parce qu'en fait, en vrai, je crois que je l'ai regardé vite fait, mais j'ai oublié. Mais effectivement, c'est peut-être lié à ça, parce qu'il y a je crois qu'on retourne plus ou moins les doigts, mais j'ai pas osé creuser encore. Faudrait que je me renseigne pour savoir me présenter correctement. Mais je trouve ça super mignon. J'ai pas osé au dernier cours faire un coming out en direct, justement. J'étais en mode ouais, on va se planquer. De toute façon, t'en as fait un de tout à l'heure. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup faire des coming out en vrai. C'est ma passion dans la vie.
Il faut que je vérifie, mais je crois que il y a des langues, plein de langues en fait, qui fonctionnent avec une agrégation de symboles ou une agrégation d'idéogrammes. Et j'avais cherché. Je suis d'origine vietnamienne et je parle malheureusement pas vietnamien. Mais le mot pour transgenre en vietnamien, c'est aussi l'association de deux symboles de deux symboles au sens littéral, pas au sens, de deux idées, mais pas deux idéogrammes, parce que la langue vietnamienne s'écrit pas avec des symboles, mais des lettres latines. Et j'ai envie de chercher maintenant. Et donc, après une rapide recherche sur le dico helix, effectivement, il semblerait que quand tu mets ta main sur le cœur, le centre de ta poitrine, tous les doigts pliés sauf les deux pour faire un V comme victoire, et tu inverses les deux pour dire effectivement. Je pense que ça veut dire j'ai échangé mon cœur ou quelque chose comme ça. D'accord. Ce qui est assez mignon. Voilà. Pardon. J'ai retrouvé les deux mots et j'essaierai pas de les prononcer parce que ma prononciation est exécrable. Mais c'est l'association des mots évolution et genre. Oh. Et genre, donc c'est genre évolué, tu vois. Il y a un upgrade. Je serais mauvaise langue, je dirais que c'est exactement, que c'est pas une étymologie qui est très différente du français, du coup. Enfin, des langues indo-européennes, parce que je pense qu'on est. Bon, on sait qu'en français ça vient des camions, Oui. Bah oui. des compagnies de transport, du coup, c'est pas pareil. Donc ça vient par la route. Voilà. Alors je proteste. Non seulement il y a des trains qui ont le mot trans, mais en plus à partir du moment où on travaille dans les télécommunications ou dans les réseaux d'une manière générale, il y a aussi trans partout. Et c'est bien. Je proteste énergiquement contre le côté exclusivement routier et pétrolier du mot trans. Du coup, ça y est, on a eu la virgule train dans Podcast Sens. Et la protestation, parce que les personnes trans aiment bien protester pour des trucs. Mais oui, mais d'ailleurs, on aurait adoré protester. Les enchaînements. Quelle belle transition. Ça, c'est du travail d'équipe. N'est-ce pas? Donc, encore donc. Pourquoi tu me donnes des coups sous la table? Quelles sont ces histoires? Non, mais ce que vous savez pas, c'est qu'elle me donne des coups en vrai. Et du coup, c'est le moment où en fait j'explicite une petite. Je me suis donné moi-même des devoirs. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je me suis donné une tâche. C'est de faire de l'archive dans ce podcast. Et du coup, ce que j'ai décidé, c'est voilà, on va voir si ça va toujours prendre cette forme, ça sera peut-être amené à bouger. Mais j'ai voulu trouver un écho à nos voix, notamment en me replongeant dans les archives de l'émission Bistouri Oui Oui. Elle a été émise de 2003 à 2006 sur les ondes de Radio Libertaire et se présentait comme la radio faite par les trans, pour les trans et pour tout le monde. Ah, c'est nous ça? Bah ouais, mais en fait, voilà, il y a toute cette histoire de généalogie qui essaye de tracer. Bref, laisse-moi dire, j'ai rédigé un texte. Ah, t'as rédigé, pardon. C'est donc ça le texte devant mais toi. oui. Ouais. J'ai choisi ces extraits en fait parce qu'ils font écho à la fois aux actualités et aux préoccupations de notre équipe. Voilà, on est déjà une équipe, moi, team building, Ah, on tu y crois est. qu'on est une équipe? Ouais. J'aimerais que cette séquence, ça soit à la fois l'occasion de perpétuer une mémoire et de créer une mise en perspective avec les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et en fait, j'aimerais aussi que ça provoque une sorte de sentiment d'historicité, en ce que ça peut avoir de réconfortant, parce que c'est apaisant de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on fait partie d'une histoire, si ce n'est d'une communauté. Et du coup, le premier extrait que j'avais voulu passer, c'est un extrait de l'émission du 16 février 2006, qui revient notamment sur le parcours de vie de Tom Rocher, qui est cofondateur de l'association Syndrome de Benjamin. Cet homme-là, il a compté parmi les initiateurs de l'existence, il a été co-animateur de l'émission Bistouri Oui Oui, dont j'ai extrait les archives que je vais passer aujourd'hui, et il a aussi fait partie du GAT, le groupe Action Trans. Et voilà, écoutons Tom Rocher qui revient sur sa première existence.
autre partie de l'émission. Je ne sais pas si on aura le temps de faire une troisième partie, mais qui est déjà 8 heures et presque le cas. Non, il n'y aura pas de troisième, c'est-à-dire qu'après, ce sera fin de l'émission. Oui. Voilà, donc on était sur l'existence, donc et parallèlement donc à toute cette activité, cette débauche d'activité militante quand même, parce qu'il faut gérer une association. Alors il y a quand même un truc que je trouve intéressant. Enfin, dans l'existence, moi, c'est là où j'ai retrouvé entre guillemets ma fierté, ou en tout cas, je suis sorti de la honte. C'est de marcher dans la rue, c'est d'avoir réussi à rassembler les trans et qu'on pouvait marcher dans la rue comme dans n'importe quelle manif. On était là, et le pire, c'est que les flics n'étaient pas là pour nous taper dessus, mais pour nous permettre de faire cette manif. Et ce jour-là, ça a été pour moi une reconstruction identitaire importante. La fierté d'être trans. Je dirais pas la fierté, mais la sortie de la honte. Là, j'ai perdu la honte, ce jour-là. Je me suis dit, ça c'est un pas. On n'est pas monstrueux. Ça a été pour moi la haine de soi. Ouais, la haine de soi, la sortie de ça. Évidemment, ça voulait pas dire j'en étais encore arrivé à m'aimer. Ça demandait un grand travail en psychothérapie. Quand je dis que les personnes trans qui ont le plus besoin, et les personnes en général qui ont le plus besoin d'aide psychologique, sont celles qui le négligent le plus. Voilà, c'est un passage que j'ai trouvé assez émouvant, car à la fois on mesure le chemin parcouru depuis pour la communauté trans, et qu'en même temps, les sentiments qu'il décrit, je pense, font partie de beaucoup de vécus. Je connaissais pas cet extrait, je connaissais cette personne que de nom, je l'avais jamais entendu. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on aille fouiller ces archives et qu'on ressorte des moments forts. Parce qu'on n'a pas d'autres occasions de les entendre, et que j'ai l'impression que dans le monde associatif, et particulièrement dans le monde associatif trans, la transmission, c'est pas notre fort, quoi. La transmission d'informations, que ce soit à court terme, on va dire d'une année sur l'autre dans l'organisation d'Existence Inter, par exemple, ou à plus long terme pour porter la mémoire des militants et des militantes trans d'il y a 5, 10, 20, 50 ans. C'est une histoire qui s'oublie super vite. Et du coup, on se retrouve à réinventer la roue en permanence. Que ce soit à retrouver des contacts pour, imprimer des affiches ou louer un camion, ou plus largement, comment est-ce qu'on, on met la pression à un député, comment on rencontre un ministre, comment on se transmet pas ces infos-là, en fait. Et là, l'image que Tom Rochet a utilisée, enfin, l'opposition entre la fierté et la honte, le fait de dire, c'est un truc qui m'a parlé parce que j'ai fait un discours pour Existence Inter il y a 6 mois, en juillet, et j'ai utilisé la même phrase. Je veux dire, la phrase que j'ai utilisée, c'est des fois on nous demande pourquoi est-ce que vous défilez, pourquoi vous êtes fiers, pourquoi c'est une marche des fiertés. Il n'y a pas de quoi être fier, en fait. Et en fait, il n'y a pas forcément de quoi être fier, mais l'opposé de la fierté, c'est la honte. Et on nous empêche d'être fiers parce qu'on a envie, les gens ont envie qu'on ait honte. Et voilà, ça m'a ému d'entendre ça dans l'histoire de la lutte, quoi. Ce qui m'amuse, pas en bon terme, mais chose intéressante pour moi, effectivement, c'est que j'ai presque le point de vue inverse de mesurer un peu la distance, disons, qu'il y a. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert la communauté trans, j'étais bien entouré avant mon début de transition, autant qu'on puisse mettre un terme, une date précise au début. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai intégré un groupe très queer avec beaucoup de personnes trans, qui a fini par casser ma coquille, parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Pour donner un peu une idée, hein, je crois qu'avant, justement, il y a 2 ans, j'utilisais le féminin pour la première fois. J'avais déjà 4 jupes dans ma garde-robe que je portais en public de temps en temps, quoi. C'est, voilà, pour donner un peu un niveau. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que j'échappe pas pour autant aux problèmes de doute, de honte et compagnie, mais j'ai quand même l'impression que j'en ai eu beaucoup moins, entre autres parce que j'ai fait une existence avant de savoir que j'étais trans, j'étais une super alliée. J'ai eu beaucoup de gens de mon entourage qui m'avaient déjà parlé de ces questions-là, où j'avais pu voir leur expérience, et du coup, mine de rien, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à avoir des ressources, à voir ça comme normal finalement, à avoir un entourage qui était déjà au courant, qui pouvait déjà m'encadrer. Et j'ai quand même finalement que là-dessus, après ça va vraiment dépendre des gens, je pense que ça va vraiment dépendre des parcours, j'ai eu la chance de tomber là-dessus au bon moment,
mais on peut aussi avoir aujourd'hui des parcours beaucoup plus simples aussi grâce à ça, parce que mine de rien, même si on a du mal à transmettre les choses, on a quand même une communauté un petit peu plus soudée, j'ai l'impression, ou du moins peut-être des petits coins. Je sais pas savoir à quel point c'est répandu, à quel point c'est différent selon les époques, mais voilà. Alors je te reprends tout de suite sur la partie bien entourée, etc. Je dirais pas que c'est une exception. Par contre, il y a quelque chose que je constate beaucoup, que j'ai eu l'occasion de constater beaucoup en 6 ans maintenant. Ouais, c'est ça, 2014, ça fait 6 ans. C'est qu'en fait, les communautés trans, et j'emploie bien le pluriel, sont très très morcelées et s'ignorent les unes des autres. Ça veut dire qu'on a toujours l'impression, en débarquant au début, d'être dans la communauté, alors qu'en fait, on est dans un petit bout complètement réduit et qui, en général, ne communique pas avec l'extérieur. Alors, les informations se perdent dans le temps parce que ce sont des petits groupes d'amis qui vont évoluer chacun de leur côté et qui sont... au final, très très peu connectés. Et ce que j'ai appris un peu tard, on va être honnête, c'est que l'information, elle existe, elle est beaucoup là. C'est juste, on est tellement aveugle et pris dans son entourage, et du coup, c'est très difficile d'avoir de l'information en dehors de ces cercles. Et le point difficile, souvent, c'est de trouver un point d'entrée. Moi, mon point d'entrée, ça a été le point d'entrée par défaut sur les réseaux sociaux, sur le Twitter francophone, et puis... 1 ou 2 canaux IRC, mais même chose qui correspondait à des amis que j'avais déjà à l'époque, et du coup j'ai pu rejoindre certains canaux IRC, mais c'est un subset au final qui est extrêmement réduit. Et mais c'est ça que j'aime trop avec un podcast trans, c'est que moi perso je connais que Malé et Jenna, je la voyais sur Twitter et puis c'est tout. Et sinon entre nous, genre on est un cercle un peu atypique, je trouve. Et ça peut être sympa. Mais... J'aime bien comme t'es corporate et tu ramènes le truc au... joli. Du coup, j'ai un extrait d'une émission toujours de Bistouri Oui Oui, qui date du 13 mai 2004 à l'occasion de la sortie récente du film Wild Side de Sébastien Lifshitz, où Stéphanie Michelini, qui est l'invitée principale de cette émission, incarne l'un des personnages principaux, pour ne pas dire qu'elle est l'héroïne du film, quoi. Oh. La discussion tourne autour de son personnage dans le film et des modifications qu'elle y a apportées pour le rendre moins cliché qu'il ne pouvait l'être, vu qu'il s'agissait déjà d'une femme trans travailleuse du sexe, en ayant conscience que l'amalgame trans-prostituée était déjà quelque chose de trop courant, et bon, d'ailleurs, on peut dire que ça perdure encore aujourd'hui. Ouais. Je l'ai subi il y a la semaine dernière, ça fait très bizarre. C'est chaud. Parce que, attends, Tiffen, j'ai pas suivi tes trans. Oui, tout à fait, ça j'ai pas osé vous le dire, donc j'utilise des pronoms féminins, et voilà, j'espère que je serai bien accueilli ici. Ok, c'est pour être sûr, pardon. Donc, oui. Alors, bienvenue. Moi aussi, en tant que personne trans, la discussion que les gens ont au cours de cette émission, elle m'intéresse, car elle évoque ce souci de représentation positive et surtout juste des personnes trans. Bon voilà, c'est pas une nouveauté, même si les formes qu'elle prenait au début des années 2000 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Vous l'entendrez notamment au niveau du vocabulaire. Voilà, je vous propose qu'on écoute ça. Ton personnage, il est fort. Il a l'air fragile comme ça, mais il est très fort. Oui. Il y a une vraie force qui se dégage. Oui, quand même. Je me posais la question de savoir si cette force qui est dans le film, est-ce que c'est toi qui l'as amenée, cette force-là, dans le personnage? Oui, enfin, d'une part, mais c'est vrai que Sébastien me l'a dit, c'est vrai qu'il admire les transsexuels dans leur, comment dire, leur accomplissement de soi et dans leur force qui d'aller jusqu'au bout, et je considère vraiment qu'on est des êtres libres et forts. Parce que moi j'ai la sensation quand même que ça transparaît, peut-être pas tout de suite quand on voit le film, c'est pas forcément, mais quand on réfléchit au film après, il y a vraiment une force de oui. La création de l'espace. Est-ce que c'est pas vraiment la seule véritable image de ce qu'est une femme trans, c'est d'abord une femme forte. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que en voyant le film, je m'en suis plus rendu compte qu'en lisant le scénario, parce que le scénario était vraiment linéaire. Donc c'est vrai qu'au montage, on m'avait prévenu que le montage n'avait
le film n'aurait rien à voir, enfin si quand même, mais avec le scénario de base. Mais c'est vrai qu'en voyant le film, on s'en rend beaucoup plus compte, quoi. Moi, je voulais savoir si, moi, je pars tout de suite du principe que t'as voulu modifier changer plus ou moins le caractère du personnage qui est un peu moins pathétique, affligeant et suicidaire au possible. Oui. Quelqu'un de fort. Est-ce que pour toi c'était une volonté de visibiliser les trans et de faire ça là non plus? Oui, d'être, enfin pas tricher, d'être soi-même, quoi. C'est vrai que le réalisateur Sébastien aime bien ces acteurs, enfin les êtres humains. Et c'est vrai que bon, comme j'en parlais déjà, bon, il y avait le poids de l'amalgame un peu, et puis côté un peu cliché. Donc c'est vrai qu'il fallait, je voulais donner une image juste quoi. Enfin aussi bien pas idéalisée, mais oui, réelle, quoi. Je trouve aussi que ce film, même si c'est pas le premier film, où la question trans est abordée, les questions trans sont abordées, c'est quand même le premier film où la question trans n'est pas banalisée. Voilà, ça c'est non plus, ça tourne autour de ça. Parce que, moi j'ai eu des échos, on en parle dès le départ, il a voulu éviter l'effet coup de théâtre, comme dans certains films, quand en plein milieu du film, on montre la nudité, ah mon Dieu, cette femme est un homme. Mais après, non, je veux dire, les spectateurs, oui, ils voient ça, et après, ils m'intègrent vraiment comme étant une femme et pas une trans, et après, si on détache, ils voient le côté un peu universel, les êtres humains, en dehors des apparences. Ça n'est pas un film où la question trans est une question, ça n'est pas un animal. Bon, c'était pas d'une qualité extraordinaire, toute l'émission est saturée, mais elle a le mérite d'exister, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il a l'air bien ce film. Elle le vend bien. Ah oui, alors oui, elle le vend bien, mais là aussi c'est très daté. Moi, typiquement, j'ai assisté à une projection qui a eu lieu en mars dernier, et d'ailleurs dans la salle, il y a une nana qui a interpellé le réalisateur qui était présent à la fin de la salle en disant moi le film on me l'avait vendu comme quelque chose de juste, de pas violent et tout, mais il y a des scènes qui m'ont beaucoup dérangée en termes de représentation, et elle évoquait notamment une scène qui est symboliquement, que je trouve franchement violente, et j'étais d'accord avec elle sur ce coup, où alors c'est l'histoire de ce film, c'est que c'est un couple à trois, un triolet, un trouble, whatever. Triolet, c'est de la musique. Pardon. Triolet, c'est quoi ? Je suis aussi militante poly. Bref. Ah oui. Triolet, c'est de la musique, c'est la division ternaire d'un temps. Oh. C'est beaucoup mieux que. Et du coup, voilà, dans ce couple, en fait, à un moment, il y a une scène de sexe, et à un moment de cette scène de sexe, le mec essaye, entre guillemets, de faire porter sa chemise à Stéphanie, et de lui attacher les cheveux en arrière, comme pour essayer de deviner une sorte de masculinité derrière elle et tout. Et c'est, en fait, symboliquement, j'ai trouvé ça vachement violent comme truc. Et elle en a parlé, et du coup, voilà, le regarder en 2003, c'était sûrement formidable en type de représentation. En 2020, on demande autre chose. Mais historiquement, ça peut être très intéressant de le voir. C'est marrant, je trouve ça extrêmement violent, effectivement, ce que tu décris. Et j'ai l'impression que ça a été repris dans un court-métrage qui a été diffusé par, je crois, Cinéfable, cette année, ou l'an dernier. Comme quoi, on sort jamais des représentations pourries, même quand c'est des alliés qui les font. J'y pense aussi, quitte à râler un petit peu, pour le coup, dans vraiment l'extrait qu'on a entendu, il y avait un côté très, positif sur le côté. Oui, c'est montré comme une femme forte et tout, parce que être trans, ça veut dire être forte, etc. Et je vois d'où ça vient, et c'est pas complètement faux, mais ça me dérange un peu aussi, parce que je sais pas comment dire ça, moi j'ai la flemme d'être forte, en fait. C'est vrai que c'est un peu, je peux comprendre d'où ça vient et ce que ça peut vouloir représenter, mais c'est un peu gênant à mettre dans un film, je trouve, parce que, je trouve qu'il peut avoir un peu un côté fascination. Après, je sais pas exactement comment ça a été fait, il faudrait voir le film, etc. Mais il peut un peu avoir un côté de, waouh, qu'est-ce que vous êtes forte, c'est trop bien. Et, ouais,
Ouais. Il le film, c'est pas vraiment ça, non. D'accord. Le film est assez équilibré. Enfin, je trouve qu'il est fin sur beaucoup de trucs, beaucoup d'aspects, mais c'est vrai que là, dans l'extrait qu'on entend, ça peut paraître un peu essentialisant et un peu voilà, vous êtes pas beaucoup, du coup, faut faire bonne figure. Pour moi, dire une femme trans, c'est forcément une femme forte. Il y a un côté, bah oui, c'est grâce à la testo. Enfin, tu vois, c'est celle qui bricole, c'est celle qui celle qui transporte les meubles. Enfin, moi, je l'ai plutôt pensé comme pour survivre à la transphobie, faut être forte, mais après, ça dépend des interprétations. Ouais, non, bah, il y a un côté, il y a le côté inspiration porn, qui est aussi attaché aux personnes handicapées, par exemple. Genre, c'est formidable ce que tu fais. Moi, je pourrais jamais. Bah oui, mais enfin, si tu devais, tu le ferais, tu vois. Le fait de représenter que des personnages forts et surhumains en quelque sorte, effectivement, les héroïser, ça leur enlève de leur humanité, d'une part. Et alors, je me souviens plus des critiques exactes, mais instinctivement, j'aurais tendance à dire que ça permet de dire bon, bah, on peut bien les pousser un petit peu ou leur taper un peu dessus parce que c'est des gens qui sont forts et qui sauront résister, ils ont l'habitude. Puis j'imagine aussi que ça évite de chercher des solutions. Enfin, là, je comparerais assez naturellement, vu la période, aux questions de pandémie, Covid, et un peu la manière dont on a montré les soignants pendant le confinement. On était en mode, oui, regardez les héros qui protègent la nation. Et c'est aussi un bon moyen d'éviter de poser des questions de, oui, mais concrètement, c'est des humains, comment on fait pour les aider, comment on fait pour que ça se passe mieux? Et de, effectivement, d'être en mode, bah non, ce sont des héros, on les applaudit, mais on en fait pas plus. Peut-être qu'il y a un peu le même problème ici, effectivement, d'être une histoire, d'être un exemple, effectivement, d'être une sorte de mythe, mais pas avoir un côté concret de dire, ouais, mais attendez, pourquoi on subit ça au quotidien, etc., et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je pense que c'est de la fainéantise d'écriture, en fait. C'est, je vais écrire une histoire et du coup, je vais suivre, à la lettre, le parcours du héros de Joseph Campbell, et du coup, je vais prendre un personnage fort et je vais lui taper dessus, de manière à le rendre plus fort à la fin. Et, enfin, je sais pas, il y a aucune imagination, en fait. Il y a que de l'année des faits divers et en faire une histoire. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le documentaire Disclosure sur Netflix, qui retrace, je trouve, une histoire, je pense qu'elle est plutôt représentative des représentations des personnes trans au cinéma. Et du coup, on n'est pas beaucoup dans l'héroïsation. On est beaucoup, au contraire, des films hyper violents pour leurs personnages, voire gore, franchement. Du coup, là, je trouve que en disant que c'est le premier film qui se sert pas de la transidentité comme un alibi et qui donne une représentation humaine, pas essentialisante, je trouve voilà que elles ont pas tort de le dire. C'est déjà ça. J'ai fait partie d'un collectif, j'en fais plus partie parce que j'ai plus les moyens de le faire, mais bref, ce collectif c'est la Caisse de solidarité trans inter qui soutient financièrement les actes médicaux nécessaires aux personnes trans et inter précaires de Lyon et de ses environs. Elle est indépendante et en non-mixité sans personnes cisgenres diadiques. La Caisse de Sceaux Trans Inter, elle en appelle à la solidarité de tous lors de ces soirées et événements, c'est-à-dire que la totalité des bénéfices sera directement reversée aux personnes concernées. Donc, et alors ? Mais je m'en souviens du coup, parce que quand tu m'en avais parlé au tout début... Ouais, en octobre. C'était 2019. 2019. C'était, on va faire des soirées. Ouais, Covid MDR. C'était, on va faire des soirées et on va rendre l'argent aux trans. Ouais, c'est ça, un peu. Ouais. On va faire raquer les filles, on va rendre l'argent. Fillon rend l'argent. C'est beau. Voilà. Et du coup, alors il s'avère qu'on a réussi à faire une soirée. Au cours de laquelle on a récupéré 1200 balles, ce qui nous a notamment permis d'acheter 2 machines d'épilation définitives qui couvrent le plus grand rank, enfin le plus grand, la plus grande palette de teintes de peau qu'on peut dans les machines disponibles sur le marché particulier aujourd'hui. Voilà. Et grâce à avec ces machines, on voulait notamment organiser des permanences d'épilation laser gratuites en non-mixité transféminine. Alors, compliqué because Covid, mais ça va se faire.
Voilà, manifestez-vous auprès de la CSTI si vous êtes intéressés. Voilà, on mettra des liens dans les notes. Ouais, et tout, là, le Twitter, le site, etc. Bon, alors a priori, pour les soirées, ça tombe un peu à l'eau, on va pas en refaire. Ah bon, il n'y a pas de soirée, là. Là, en ce moment, 2020, ouais. Je peux pas faire de soirée. Ouais, là, je crois qu'il y a un blême. Il y a un blême. Plus très bien. Du coup, ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Voilà. Mais à part ça, on essaye de... Enfin, ça nous a... J'en fais plus partie, faut que j'arrête de parler comme ça. Ils ont réussi à se réinventer, ils font des trucs pas mal cool. Déjà, en fait, ils lancent une permanence en ligne. Voilà, la première, le 23 octobre, à partir de 14h sur le Discord de la Caisse de Souffrance Inter. Il va aussi y avoir très bientôt une tombola en ligne, et il y a un appel à des artistes pour qu'ils proposent des lots. Et voilà, le dépôt de l'association a été fait, le compte en banque a été ouvert, et incessamment sous peu, il y aura un Hello Asso pour dire à vos potes 6 de faire des dons. C'est vachement On revient à l'origine. Je veux pas être négatif encore une fois, mais malheureusement mes potes 6 font de plus en plus de coming out. J'en ai de moins en moins, c'est terrible. C'est dur de trouver des financements du coup. Alors j'avoue, j'ai vraiment eu peur quand t'as dit je vais être négatif. C'est un merde. Non, ça va. T'es tellement une influenceuse en fait. Je veux pas dénoncer parce que voilà. Mais alors moi j'ai un truc, je crush sur quelqu'un, je me dis c'est bon, c'est un mec, c'est ma caution bi. Et là, pouf, il fait un coming out et je me dis mince. Et du coup, je suis très inquiète quand je crush sur un homme. Mais putain, je me dis tout ce qu'on touche devient trans. J'ai l'impression, c'est mon expérience personnelle. Ouais, mais moi aussi. Je crois qu'on appelle... Bon, c'est trop bien. J'ai appelé ça mon Egdar, personnellement, mais... Mais pourquoi mon Egdar me fait crush, en fait, c'est la question, tu vois, c'est pas normal. Si tout se passe bien, vous nous écoutez avant l'Existence Inter ou pendant l'Existence Inter, qui cette année a une forme un peu bizarre, ou en tout cas nouvelle. Originale. L'Existence Inter. Originale. Covid-free. Oui, la décision vient d'être prise d'annuler la partie dans la rue de la manifestation, qui est traditionnellement la seule forme que prend la manifestation, pour des raisons sanitaires, parce que ce sera... Bref, on a peur pour nos santé, pour la santé des gens qui défileraient. Et du coup, on a voulu ne pas complètement annuler, parce que c'est la marche la plus importante de l'année, complètement objectivement. Et donc, on a envie de faire une manifestation en ligne, et on va devoir inventer le concept, on va devoir trouver ce que ça veut dire une manifestation en ligne pour nous, et comment on le met en application avec une aussi brève échéance, alors que ça fait des mois qu'on planifie autre chose. Et je sais pas vous, mais moi j'ai du mal sur les changements de plan à la dernière minute. Mais on va essayer très fort. Et du coup, tenez-vous au jeu. Voilà, donc Existence Inter a des comptes sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et on va probablement essayer sur Twitch. Eh bien, c'est un podcast trans. Il y a des gens trans qui parlent de trucs trans, mais pas vraiment, mais en fait si. Ah bon, c'était ça le sujet ? Non, ah non. Merde. Pardon, il y a des gens trans à l'antenne ? Quoi ? Allô ? De studio, je vais dans Zut, je croyais que le sujet c'était Animal Crossing, on m'a menti. On a fait beaucoup de hors-sujet. Mais je crois que du coup, pour un pilote... Mais c'est la faute de Nielad, on a dit. Oui, on a dit que c'était ma faute, j'avoue. Donc tout va bien. Mais pour un premier épisode, c'est peut-être un bon témoin de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est capable de faire. De toute façon, je pense que c'est un peu l'idée aussi. Ce qu'on a discuté entre nous, c'était effectivement de proposer un podcast de discussion, parce qu'on a envie justement de parler un peu de tout et de rien, parce qu'effectivement, pas forcément faire que des sujets sérieux, pas forcément que faire des sujets qu'on parle déjà tous les jours, effectivement, de on est trans, donc blablabla, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et de faire effectivement une discussion entre nous. Et personnellement, je me suis amusé. Ça fait déjà au moins une personne qui appréciera le podcast. C'est Non mais ouais, en tout cas, moi j'ai apprécié l'enregistrer avec vous. Et comme j'avais dit dans le mail qui n'a jamais atteint le port qu'il devait atteindre, alors on cherche à faire de ces 40 minutes, un moment chaleureux et réjouissant, tant qu'il se peut, pour celles et ceux qui nous écoutent.
Ah. Bon, au moins, ça sera chaleureux et réjouissant pour nous. Oui, c'est très important. Je suis réjouissé. T'es réjouissé. Je suis réjouissé. Mais t'es réjouissante aussi. Oui, merci. Du coup, retrouvez le podcast sur 1pct.fr, très beau domaine que Jenna a trouvé. Mais sinon c'est unpodcasttrans.fr, ça marche aussi. On a dépensé l'argent pour. Sans compter. Et donc sur Twitter @unpodcasttrans. Et du coup, on se dit à la prochaine. Est-ce qu'on essaye de se dire à la prochaine? À la prochaine. Oui, à la prochaine, à bientôt. Prochaine. Revenez vite. On revient vite. Il y a une souris à molette. Oh non. Elle est où? Je sais pas, il faut un chat à molette, je suppose. Mais est-ce vegan, du coup? Et franchement, les blagues comme ça, faut les garder pour l'épisode. On peut les refaire super naturellement si tu veux. Oui, là c'est mort. Ben moi, en même temps, on a on a tout l'enregistrement, donc Parce que Tiffen a fait une blague incroyable pendant que t'allais remplir de l'eau. Mm-hmm. Mais Tiffen est incroyable en toute modestie. Mais on peut la garder au montage. Hein. Oui.
Tiffen. Oui, gardons C'était quoi, Tiffen la au montage. J'ai Attends, oublié la pas. blague, c'était tellement naturel qu'elle s'oublie, tu vois. Ouais. C'était une histoire de souris à molette vegan, de souris à molette, de chat du coup pour la chasser, et on si c'était vegan, voilà. Et c'est beaucoup moins drôle, il faut expliquer quand même. Non, mais pas de souci. Moi aussi, je fais des blagues comme ça d'habitude. Surtout des blagues pas drôles. Non, des blagues genre, est-ce que c'est vegan? Pour un truc vraiment pas drôle, tu vois. Genre... Est-ce que coucher avec un mec cis, c'est vegan? Ah, je sais pas. Hein. Ouais, moi non plus, je sais Est-ce que pas. tu dis ça parce que t'es trans ou... Parce que je suis vegan. Attendez, parce qu'on peut être trans sans être vegan? Non, clairement pas. Mais t'es pas vegan. Alors je propose qu'on n'invisibilise pas nos adelphes trans non véganes. Non, mais... Merci, Jenna. Il faut Ça, pas c'est les pour ça que invisibiliser j'ai envie de parce dire. qu'il faut les convertir. On Moi, a par dit exemple, pas je de ne suis que gatekeeping, végétarienne. les gens. On a dit pas de gatekeeping. On peut être trans et de droite, ça existe aussi. Ça c'est bizarre quand même. Ouais, bon, on avait dit que c'était une émission positive.